Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, la thématique de notre 76e épisode sera les jeux de mouvement cachés, pendant lequel je vais me faufiler à travers les ruelles de Zanzibar dans le jeu Mind Management. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de Spectre Ops, bien caché entre deux boîtes, pour pas me faire trouver par des espèces de mutants cybernétiques qui veulent me trouver, pour me faire bobo. Avant de se lancer dans ces dédales de mystère, on va faire un petit voyage dans le temps, se rappeler de quoi on a parlé il y a un an. En fait, il y a un an, notre thématique, c'était les jeux de levée avancés. Là, on avait regardé c'est bien que tu parles de voyage dans le temps, parce que moi, je vous ai parlé du jeu Ghost of Christmas, sur la thématique du conte de Noël. Donc, on a les fantômes du passé, du présent et du futur qui nous visitent. Mais dans ce jeu-là, c'est un jeu de levée, évidemment. Puis dans le fond, la twist, c'est qu'on va faire 3 levées en même temps. Le passé, le présent et le futur. Mais au moment de jouer nos cartes, ce qui est demandé, ça sera peut-être pas nécessairement la couleur qui va être la plus forte quand ça va être le temps de résoudre les levées. Parce que là, si la personne qui a gagné dans le passé devient celle qui a demandé dans le présent, ben c'est peut-être pas nécessairement la couleur qu'on a jouée. Ça a l'air abstrait comme ça, mais quand on joue, c'est après une ou deux levées, ça va bien, puis mais ça ouvre toutes sortes de stratégies puis toutes sortes de tactiques qu'on peut utiliser pour tirer notre épingle du jeu. Puis là, il faut idéalement faire exactement sa mise si on veut faire beaucoup de points. Puis c'est ça, j'y ai rejoué plusieurs fois depuis le duel. Là. C'est un petit jeu qui sort bien là en fin de soirée avec ma gang là, qui aime ça, les jeux de levée. Là. Moi, de mon côté, j'avais défendu le jeu Aurum, un jeu de levée un peu spécial, dans le fond, où contrairement à ce qu'on doit faire d'habitude, qui est de fournir la couleur qui est demandée, dans ce cas-ci, il faut jouer une couleur qui n'a pas encore été jouée. Fait que déjà, on brasse un peu les cartes. Ensuite, il y a une carte d'atout qui est l'or. Ces cartes d'or-là vont te permettre de faire des points à la fin du round, mais c'est aussi des cartes qui te permettent de changer ta mise de début de partie. Dans le fond, tu dois prédire combien de levées tu vas faire à partir d'une carte de ta main. Si t'es pas content, mais plus tard, tu peux la changer avec de l'or. Cet or-là, tu peux l'utiliser pour gagner des mains parce que c'est l'atout, mais c'est aussi des points en fin de partie. Fait que là, déjà, on brasse un peu les choses, mais en plus de ça, si on joue à 4 joueurs, le jeu se fait en équipe. Fait que là, il faut que tu te coordonnes silencieusement avec la personne qui est avec toi. Puis là aussi, on a des trucs assez crunchy. Fait que c'est un peu spécial, c'est un peu particulier au début quand on s'installe parce que ça change un peu les habitudes qu'on a dans les jeux de levée. Mais je trouve que c'est ça qui le rend intéressant, justement. Puis j'y ai rejoué plusieurs fois. J'ai toujours autant de fun à juste l'expliquer. C'est drôle parce que c'est un peu bizarre. Puis mais c'est super le fun. Puis l'aspect équipe aussi, c'est particulier. Puis c'est intéressant. Là. Ça rajoute un niveau de plus. Ouais, ben c'est quelque chose qui existait dans bien d'autres jeux de levée, là, mais ouais, c'est bien exploité dans celui-là. Puis c'est vraiment une expérience différente de jouer à 3 où c'est chacun pour soi, puis à 4 où c'est comme 2 équipes de 2. Puis j'y ai rejoué une couple de fois moi aussi depuis le duel. Je pense que c'était 2 bons candidats. Là. Puis mais il faudrait mentionner aussi que Aurum avait été une copie presse fournie par Pandasaurus Games qui l'a publié. Sinon, si on fait un petit overview des jeux auxquels on a joué récemment, ben on n'avait pas fini de faire le tour des jeux auxquels on a joué pendant la journée Board Game Duel.
Puis moi, il y avait un jeu qui m'a quand même surpris. Parce que dans ma tête, il partait avec une prise ou deux. C'est le jeu Wormspan, qui a été designé par Connie Vogelman et publié par Stonemaier Games. Moi, la raison pour laquelle il partait un peu avec des prises, c'est parce que ça se veut comme une version 2 de Wingspan. Qui On était avait un jeu déjà... hashtag Team Vince. Oui, C'est oui, sûr qu'il mais... part avec une prise dans ce temps-là, t'as Non, raison. là où il part avec une prise, c'est que j'avais peur qu'il soit trop comme Wingspan. Parce que j'ai aimé Wingspan, mais là, je m'étais dit, mais là, ça sert à quoi d'avoir Wormspan si on a déjà Wingspan? Mais C'est là, parce en que plus, c'est des dragons au lieu des oiseaux. C'est bien Ben, plus le fun. ben, c'était un peu ça ma crainte. C'était, est-ce que ça va être ça, là? Est-ce que c'est juste un Wingspan avec des dessins de dragons puis c'est tout? Mais non, ils ont fait un gros livre avec plein de lore sur les dragons. C'est vrai. Bon, ça, ok, c'est un peu moins intéressant que de lire l'équivalent dans Wingspan où là, on parle de vrais oiseaux. En tout cas, c'est moins instructif, là, mais pour certains, ça peut être intéressant. Mais là où ça change, c'est vraiment au niveau du gameplay. Il y a quand même il y a des similitudes, là, tu sais, on va se retrouver, tu sais, on faut encore pondre des œufs, faut accueillir des dragons, puis faut, pour aller les chercher, ben, il faut les attirer avec des ressources, tu sais, ça ressemble à Wingspan pas mal. Là où ça va changer, c'est que les emplacements où on va recruter nos dragons, ils sont pas tous disponibles tout de suite au début de la game. Tu sais, il va falloir que tu creuses, en fait, ta caverne pour libérer des espaces pour tes dragons. Fait que c'est une action comme supplémentaire qui n'existe pas dans Wingspan qui est à faire. C'est thématique parce que c'est quand même plus compliqué de creuser une caverne que d'installer une cabane à oiseaux. Oui, exactement. Puis là, en plus, c'est que ces cavernes-là, quand on les creuse, on va débloquer des bonus qui peuvent être intéressants. Fait que, ça rajoute comme d'autres interactions avec le reste du jeu. Là, je parle de creuser, mais tu sais, un truc qui est important, qui est différent, c'est aussi le mécanisme de sélection d'action. Fait qu'à chaque round, on va commencer avec 6 pièces. Ces pièces-là, c'est ça qu'on va dépenser pour faire nos actions. Fait que souvent, l'action va coûter comme une pièce. Fait qu'on dépense la pièce, puis on a comme 6 actions, mais des fois, on doit dépenser plus. Puis des fois, on peut en regagner d'autres. Fait que tu sais, on va comme ça, on peut étirer notre tour, comme des fois, il peut être un peu plus court, mais si on a fait des actions plus puissantes, admettons, ça nous a coûté plus cher. Souvent, ces actions-là, c'est plus, c'est quand on va acheter certains dragons qui ont des pouvoirs un peu plus intenses, ben, eux autres, souvent, ils vont te coûter une pièce de plus pour pouvoir juste le poser dans ton tableau. OK. Puis ça, je trouvais que c'était une des forces de Wingspan. Tu sais, tu commençais la partie, tu avais beaucoup d'actions, puis là, plus ça avançait, moins t'en avais parce que tes actions devenaient plus fortes, puis là, ça cascadait en faisant plein d'effets. Fait que t'avais des plus gros tours, mais t'en avais moins. Fait que ça faisait que la partie s'étirait pas trop longtemps. T'as-tu l'impression que... Ouais, là, non. Là, ça, tu vas peut-être voir ça comme un négatif. Mais là, il n'y a pas cette réduction-là du rythme. En fait, ça va en accélérant un peu tout le temps. Puis, il y a des tours qui peuvent finir par être assez longs, là. Quand tu réussis à faire cascader plein de trucs, puis tout ça, ça fait que ça peut finir par être long. Puis moi, j'ai été parmi ceux qui ont ralenti un peu un peu le groupe parce que maintenant j'ai fait un tour, là, je gagnais des pièces à pu finir, puis là j'ai dépensé, puis j'en regagnais, puis tu sais, ça avait été, j'ai eu un tour assez long, mettons, à un moment donné. Ça devait être un peu tannant pour les autres. Mais toi, as-tu du fun à jouer 12 Ouais, actions au lieu de 6? Là? moi j'ai eu bien du fun à jouer ce tour-là qui était beaucoup trop long, mais qui était très satisfaisant. C'est ça, fait qu'on on a des actions supplémentaires qui est comme de creuser notre caverne, comme j'ai dit. On a aussi un petit personnage, un petit explorateur, que tu peux envoyer explorer tes cavernes. Au fond, il fait comme une petite visite de ces cavernes-là. Puis plus cette caverne-là est profonde, puis plus il y a de dragons dedans, plus tu ramasses de bonus. Puis dans le fond, ton bonhomme, il progresse jusqu'au bout de ce qui est rempli. Fait que pour qu'il progresse, faut que tu aies mis une caverne, puis que tu aies mis un dragon dedans. Fait que là, il peut faire comme des steps de plus, puis faire des actions de plus. Chaque ligne, dans le fond, de ton tableau personnel, comme dans Wingspan, là, c'est la même affaire. Sauf que là, chaque ligne a comme sa petite spécialité. Tu sais, comme la ligne du bas est meilleure, à t'aide à aller chercher des cartes cavernes. Celle du milieu à aller chercher des dragons. Puis celle du haut, elle te permet d'aller chercher des ressources.
À ça, on ajoute aussi une espèce de... Il y a aussi le plateau d'objectifs, là, comme dans Wingspan, là, qu'à chaque round, on score différents trucs. Là, ça reste. Mais on a aussi un autre plateau qui est le plateau de la guilde, où là, tous les joueurs vont comme progresser sur ce plateau-là. À chaque fois que tu progresses, tu vas gagner des bonus. Puis t'as aussi un espace où quand tu arrives là, tu peux mettre un de tes cubes pour débloquer un bonus soit instantané ou soit en fin de partie qui peut te donner un avantage. Fait que ça peut être des sources de points ou ça peut être une source interminable d'actions supplémentaires là, en fonction de comment ton plateau est installé. Puis, quand tu prends un bonus, ça l'enlève-tu aux autres ou tout le monde peut prendre le même? Ces bonus-là, ils sont limités en quantité. Fait que, selon les bonus qu'il va avoir présents, il y en a que ça va être juste 2 personnes qui vont pouvoir y aller, il y en a que c'est 3, puis t'as le spot de la honte qui te fait juste te donner 1 point en fin de partie, puis là, tu peux en mettre autant que tu veux. OK. Fait que, en utilisant ça, tu peux faire des très gros tours, puis tu peux te donner des avantages que les autres n'auront pas, oui. Puis pour aller là, ça dépend-tu des cartes que tu as pigées? Ça va être il y a des actions, dans le fond, qui vont te permettre, entre autres l'action d'explorer ta caverne. Dès que tu mets un dragon dans une de tes cavernes, tu fais l'exploration, tu progresses de 1, admettons, sur cette piste-là. Okay. Là, après ça, il y a des habilités de dragon qui vont te permettre de te déplacer plus vite là-dessus. Là, c'est là que ça peut bouger en fonction de comment tu as construit ton tableau. Fait que c'est un truc intéressant, tu sais, la compétition pour qui va aller chercher les plus gros bonus, les bonus les plus intéressants, c'est quand même important. Puis t'en as quelques-uns qui donnent des bons bonus de points. Fait qu'il faut que tu regardes ça. Fait que là, la question qui tue, lequel que tu recommandes le plus? J'ai envie de dire que Wormspan est peut-être un peu plus crunchy, mais il y a quand même les petits inconvénients de Wingspan encore. Tu sais, tu dépends toujours de qu'est-ce qui est disponible comme dragon, puis quelle carte tu pioches, puis est-ce que ça va fitter dans ton tableau. Là, t'as comme 2 niveaux à ça, parce que t'as les cartes caverne, puis t'as les cartes dragon. Mais tu sais, ça t'offre en même temps plus de choix, parce que t'as plusieurs options, puis t'as pas le choix de faire un puis l'autre. Puis tu réponds pas à ma question, là. Ben, ce que je disais, c'est ça. Je pense que j'aime mieux Wormspan que Wingspan. Bon. Voilà, c'est dit. Fait que c'était Wormspan. Puis toi, Sam, à quoi t'as joué récemment? Moi, de mon côté, j'ai joué à un petit jeu de levée qui s'appelle Sail. C'est un jeu qui a été designé par Akiyama Koryo et Kozu Yusei et publié par Allplay. Donc, c'est un jeu japonais qui a été importé par cette maison d'édition-là ici. Comme je disais, c'est un jeu de levée à 2 coopératif. Fait que thématiquement, on est comme des marins sur un bateau ou des pirates. Puis dans le fond, on veut faire avancer notre bateau sur le plateau. Puis le plateau, il est comme... c'est une genre de grille avec des losanges. Puis dans le fond, comment ça fonctionne de base, là, c'est que si le bateau avance quand moi j'ai gagné la levée, ben le bateau il va aller, mettons, en diagonale vers en bas. Puis là, si c'est Vincent qui gagne la levée, ben il va aller en diagonale vers en haut. Fait qu'il faut comme un peu essayer d'équilibrer qui gagne quand, parce que sur notre plateau, selon les différents scénarios, là, parce qu'il y a comme une genre de campagne là, dans le jeu. Les premiers scénarios sont plus faciles, puis là, plus ça va, puis rapidement, ça devient quand même assez difficile. Il va y avoir des obstacles sur le plateau, il va y avoir des endroits qu'on pourra carrément pas aller, ou fait que là, si mettons, le bateau était pour avancer dans cette direction-là, ben il fait juste pas bouger à la place. Ou il y a des endroits où il y a des tuiles de kraken, fait que là, quand on avance là-dessus, le kraken nous fait des dommages. Puis là, si on prend trop de dommages, ben on va perdre la partie. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que il va y avoir 3 sauts de cartes. T'sais, les cartes vont avoir une valeur, mais ils vont aussi avoir un symbole dessus. Puis là, un coup que la levée est faite, on va regarder c'est quoi les 2 symboles sur les cartes des 2 joueurs. Peu importe c'est quoi le suit. Puis là, il y a comme une espèce de petit tableau qui dit si, mettons, les 2, on a joué un gouvernail, ben le bateau, il avance. Puis là, comme je disais, la direction dans laquelle il va avancer, ça va dépendre de qui a gagné la levée. Si on
on a un gouvernail puis un kraken, mais on va avancer, mais on va se prendre un petit peu de dégâts aussi. Si on a un kraken puis un canon, ben là, on va pouvoir attaquer le kraken. Fait que là, on va virer une carte. Là, selon le symbole qu'il y a sur la carte qu'on a virée, on va faire plus ou moins de dommages au kraken. Ça va nous permettre de, comme, dans le fond, notre pile de dommages, on peut, avec ces canons-là, se soigner puis la faire diminuer puis essayer de comme d'apaiser le kraken en y tirant des grands coups de canon d'en face. C'est toujours très relaxant, ça. C'est ça. Puis on a aussi une carte par saut qui est la sirène. Puis là, comme si on arrive à jouer 2 sirènes en même temps, le bateau il avance, mais comme en ligne droite. Fait que c'est plutôt que par en haut ou par en bas, tu s'en vas comme straight en avant. Fait que c'est comme avancer 2 fois d'un coup, tu sais. Ouais, vu que c'est des losanges intercalés, ben c'est 2 coups. C'est ça. Fait que tu sais, c'est super tough à faire parce qu'il faut absolument que on n'a pas le droit de parler sur c'est quoi qu'on a dans notre jeu, puis il faut que les deux soient joués en même temps, puis il y en a juste une par suit, tu sais. Fait qu'il faut que je sache que Vince il y a plus de rouge mettons, puis que en plus il y a une sirène d'une autre couleur. Mais pour nous aider dans tout ça, dans le fond, au début de la partie, on va comme chacun se choisir un pirate qui a comme un petit pouvoir spécial, là. Il y en a un qui permet de rallonger la partie un peu, parce que normalement, une manche va se finir quand un des deux joueurs va avoir remporté 4 levées. Ben, il y a un des pirates qui permet d'en jouer une autre après ça. Il y en a que, qui vont avancer plus vite selon certaines conditions. Il y en a qui vont avoir des meilleurs canons. Quand tu pognes un canon, tu vires 2 cartes, puis tu choisis celle que tu veux. Fait que, c'est tout plein de petits pouvoirs comme ça qui peuvent t'aider, puis selon le scénario, tu pourrais aller choisir, puis tout ça. À part de ça, niveau stratégique, en début de manche, tu vas échanger une carte avec l'autre joueur. Fait que c'est comme ta seule façon de communiquer un peu avec l'autre. Tu pourrais dire, ah ben là, j'ai envoyé un 5 bleu, fait que là, ou je sais même pas s'il y a du bleu dans le jeu, mais en tout cas, un 5 d'une couleur, là, c'est comme, clairement, ça veut dire quelque chose. Ou pas. Tu peux te développer comme un espèce de code avec ton partner ou essayer de te vider d'une couleur pour être capable de jouer ta sirène au bon moment ou carrément donner une sirène à l'autre, comme ça tu sais que c'est lui qui l'a, puis tu vois le genre, là. Alors, c'est pas toutes les cartes, j'imagine, qui sont distribuées dans une levée, là. Fait que t'as des inconnus. C'est ça. Mais il y en a pas tant que ça qui le sont pas. Fait que quand tu vois ton jeu, t'as quand même une bonne idée de c'est quoi le potentiel jeu de l'autre. Mais c'est ça, t'as pas de certitude. Puis t'as des cartes qui vont se promener entre ton paquet puis le paquet de dommages aussi. Fait que c'est... Je pense que pour être vraiment bon, faut que tu comptes les cartes pis que tu regardes qu'est-ce qui est où, puis ça va t'aider à prédire c'est quoi que la main de l'autre, dans le fond. Puis t'as comme 5 manches pour te rendre jusqu'au bout du scénario. Puis là, en tout cas, dans les premiers, c'était juste ça. Là. C'est tout ce qui changeait, dans le fond, c'était comme la configuration du plateau là, qui était plus ou moins dur à naviguer. Là. Puis c'est ça, moi j'ai joué sur BGA, là, il est en tout cas, la dernière fois que j'ai joué, il est encore en alpha, là, mais ça s'en vient bientôt at large. Là. Puis je pense que si vous aimez les jeux de levée, puis que ça arrive souvent que vous êtes deux pour jouer un jeu de cartes, moi je le recommanderais. Là. J'aimerais ça faire la campagne au complet. Là. Ça m'a donné une petite vibe de The Crew, mais à deux. Fait que, si vous avez aimé The Crew puis que vous jouez souvent à deux, je l'ai essayé la version 2 joueurs de The Crew puis je pense que ça c'est mieux. Là. Voilà pour Sail de Akiyama Koro, Kozu Yuze et Altplay. Sam, je suis quand même content que on soit juste en vocal. Tu sais, parce que je me disais que Ben moi je les vois ton auditeurs... vidéo là. Hein? Moi je vois ton vidéo là. Ben là, oui, mais tu sais, je pense aux auditeurs, tu sais, qui pourraient avoir peur, tu sais. Avoir peur, des fois, tu sais, s'il y a des gens qui aiment ça. Tu sais, moi, j'aime ça, les films d'horreur. Toi, je pense que t'aimes pas trop ça. Ouais. Pas un fan, pas parce que j'ai peur, là, mais c'est Ben, moins mon genre. Bon. Ben, c'est ça. Je me rappelais que, tu sais, c'était pas ton trip trop tôt. Hein. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, l'heure bien faite, là, je trouve ça pas mal intéressant. Puis, ben, c'est en ayant un peu cette idée en tête, cette atmosphère de film d'horreur, plus précisément un peu
j'allais dire les films de type slasher, souvent qu'on appelle, qui sont comme il y a un meurtrier qui veut tuer du monde, souvent des adolescents qui sont en train de faire des niaiseries, puis Pas trop tout le monde habillés. meurt. Hein? Qui sont pas trop habillés. Ouais, souvent c'est ça. Il y a une morale liée à ça. Il y a vraiment une psychologie du film d'horreur slasher. C'est connu comme quoi, justement, c'est pour faire peur aux adolescents, pour dire qu'il faut pas que vous vous dévergondiez, parce que regardez, vous allez tous vous faire assassiner par un tueur masqué avec une chainsaw ou un crochet ou whatever. Des belles leçons. Ben ouais, protégez-vous les enfants. Fait que... Fait que tout ça pour dire que grosse intro pour un jeu qui se joue solo. En fait, c'est parce que récemment, à l'Odyssée, on m'a donné le jeu Final Girl, qui est sorti en 2021, qui a été designé par Evan Derrick et AJ Porfirio, et publié par Van Ryder Games. Donc, Final Girl, c'est un jeu solo où on va jouer la titulaire Final Girl, dans le fond, la dernière fille qui va survivre au tueur. Et l'idée, ça va être de combattre le tueur, de l'achever lui, pour pouvoir gagner. C'est un système de jeu... Final Girl utilise un système de jeu qui est modulaire. À chaque partie, tu vas choisir quel personnage, quelle fille tu vas jouer, contre quelle créature tu vas te battre. Il y a plusieurs versions, là, dans le fond. Chaque boîte de scénario vient avec comme son méchant puis son emplacement. Puis tout se combine. Fait que tu sais, le jeu de base, il vient avec une espèce de meurtrier avec un masque de cochon là, qui fait penser un peu au gars du massacre à la tronçonneuse, sauf que lui, il a une grosse masse. Puis il tue des gens dans un camp dans le bois, là, une espèce de camp d'été avec un lac puis tout ça. Là. Fait que ça fait vraiment, tu sais, thématique film d'horreur classique. Là. Il y en a un que c'est tu dois combattre un alien comme dans Alien, dans un vaisseau spatial. Il y en a un, c'est des fantômes. Tu sais, il y a plein de films d'horreur comme ça qui sont recréés dans ce système-là. Puis, ce qui est cool, c'est que ce jeu-là est fait pour justement tu puisses tout mix and match. Tu prends les héros de telle boîte, le méchant de telle boîte, l'emplacement de telle boîte, tu combines tout ça comme tu veux. C'est pas celui-là que dans le core box, il y avait pas de méchant, qu'il faut absolument que tu achètes une extension. Oui. En fait, je sais pas si le core box se vend vraiment tout le temps tout seul. Moi, je l'ai acheté, puis je l'ai acheté, je l'ai reçu, puis c'était un package avec la core box, puis le film, dans le fond, là, ils appellent ça des films, mais c'est l'extension. Happy Trails Horror. Fait que j'avais un méchant puis j'avais un emplacement. Tu sais, je pouvais jouer avec le jeu direct. Mais c'est sûr que si t'as juste la core box, tu peux pas jouer. Ça te prend, dans le fond. Dans la core box, tout ce qu'il y a, c'est les composantes, dans le fond. Puis après ça, tout le reste, c'est vraiment dans les extensions que t'as les cartes qui te manquent. C'est là que t'as les personnages, les méchants, puis les endroits. Ok, fait que là, en ce moment, t'as juste un personnage puis un méchant. En fait, j'ai 2 personnages, un méchant, un emplacement. Ok. Puis même à ça, même si t'as juste un truc comme ça, la partie va être différente d'une fois à l'autre parce que le méchant a un paquet de cartes, dans le fond, qui détermine ses capacités, tu sais. Dans la partie, il va débloquer un pouvoir à un moment donné, ben, t'as un petit deck de pouvoir, fait que tu sais pas lequel il va popper cette fois-ci. Puis t'as une carte qui est comme la carte finale, là, quand il vieillit fou, puis que là, il est enragé, puis qu'il veut vraiment tout tuer, là. Celle-là aussi, elle change, dans le fond, d'une partie à l'autre. T'as aussi un deck d'événements, qui va, dans le fond, qui va changer la position de départ. T'as un paquet de cartes de setup de départ qui fait que le méchant, toi, puis les autres victimes sont pas tout le temps placés de la même façon. Fait que tu sais, même si t'as juste une boîte, tu sais, ça change pas mal d'une fois à l'autre. Puis t'as des decks d'items, puis tu passes jamais au travers de tous les items parce que ça va vite. Soit tu meurs vite, soit tu gagnes un peu moins vite, mais quand même, ça se joue assez rapidement. Puis la mécanique principale du jeu, c'est un peu une gestion de main, puis un peu de pousse ta chance. Dans le fond, à chaque round, tu vas avoir ta sélection de cartes dans tes mains. Tu peux jouer ces cartes-là. Puis après ça, tu vas rouler des dés avec ça. Puis la carte, dans le fond, elle a comme une thématique. Tu vas te sauver, tu vas te battre, tu vas te reposer, whatever. Tu roules des dés. En fonction du nombre de succès que tu as, tu fais une action plus ou moins forte en lien avec la carte que tu as faite.
t'as des succès directs, t'as des succès où il faut que tu défausses des cartes pour avoir tes succès. Puis t'as une gestion de temps à faire. Comme au début de chaque round, t'as comme X temps, puis le temps dépense en faisant des actions. Puis le temps qui te reste, tu peux l'utiliser pour acheter des nouvelles cartes, qui sont souvent plus fortes. Fait qu'il faut comme que tu gères un peu, ok, ça vaut-tu la peine vraiment que j'essaie de faire cette action-là, peut-être perdre du temps, puis pas pouvoir acheter ma grosse carte plus tard que je veux faire tantôt. Puis faut que tu gères ça. Il y a aussi une espèce de système de niveau d'horreur qui dit à quel point le méchant il est pas content. Puis ça affecte le nombre de dés que t'as. Fait que t'as plusieurs petits trucs comme ça à gérer. Fait que tu fais ton tour en jouant tes cartes, roulant tes dés. Quand t'as fini, t'achètes des nouvelles cartes. Après ça, le méchant agit. Là, le méchant, il se promène sur la carte, il va tuer des gens. Plus il va tuer de victimes, plus il va devenir fort. Toi, tu peux, dans ton tour, essayer de sauver ces victimes-là, puis ça te donne des bonus, puis ça te permet de débloquer ta grosse habilité. Puis le jeu se finit juste quand soit toi, soit le tueur meurt. Puis c'est ça, ça se joue très bien, très facilement, je trouve. La prise en main se fait bien, puis c'est cool un peu comme façon de fonctionner. Tu sais, t'as tout le temps des choix déchirants, t'as un peu la gestion de dire ok, je veux-tu vraiment jouer cette carte-là tout de suite? Je suis mieux de jouer celle-là avant pour peut-être me donner un peu plus de chance de jouer de réussir ce gros coup-là. Je veux-tu aller chercher des objets? Je veux-tu soigner des victimes? Ou je peux comme donner un petit coup de sa gueule du méchant puis m'en aller à la course? Fait qu'il faut que tu gères ça. Puis c'est difficile. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Il est facile à gagner, le jeu? Pas tout à fait. J'ai pas gagné encore. J'ai eu du fun à perdre, mais j'ai pas gagné encore. Je suis décidé à réussir à gagner une partie, mais c'est pas évident. Parce que c'est sûr que tu sais, il y a beaucoup de lancers de dés. Il y a des cartes qui te permettent de mitiger ces dés-là. Entre autres, tu peux rerouler des dés, puis t'as des cartes qui te permettent de faire que t'as plus de faces qui te donnent des succès. Mm-hmm. Là, c'est peut-être moi qui n'ai pas adopté la bonne stratégie par rapport à ça. Là. C'est pas exclu que je suis niaiseux. Fait que c'est ça. Mais moi, t'avais-tu l'impression de t'améliorer, genre de t'approcher de la victoire de partie en partie? Ouais, puis je voyais des trucs j'apprenais un peu justement à savoir quoi faire attention puis tout ça. Comme j'ai appris à un moment donné qu'il faut pas que je sois dans la case du méchant puis que j'aie plus de cartes. Ouais. Parce que j'ai pas joué au jeu, mais ça me semble une mauvaise idée, ça. ouais, à un moment donné, j'ai mal calculé mes affaires parce que de la façon dont le marché fonctionne, c'est que les cartes que tu joues ce tour-ci, tu les mets dans ta défausse. Tu peux pas les racheter tout de suite, mais tu peux les racheter plus tard. Puis t'as des cartes qui sont comme gratuites que quand ils retournent dans le marché, tu peux comme remplir ta main avec. Puis tout ça, c'est comme des actions plus faibles, mais tu sais, ça te permet quand même de faire des trucs. Puis là, à un moment donné, j'ai peut-être poussé ma luck un peu trop, puis là, on dirait que j'y ai pas pensé. Là, c'est quand je suis arrivé pour acheter mes cartes, j'ai fait ah, là, je peux comme pas acheter de cartes. Parce que j'avais plus de la monnaie pour acheter des cartes, c'est le temps, mais là j'avais plus de temps parce que j'avais fait un gros tour. J'étais comme je vais aller bâcher dans le monstre puis ça va lui faire full mal. Mais j'avais utilisé toutes mes cartes pour faire ce gros tour-là, puis après ça, j'ai été un petit peu massacré. Fait que c'est ça. C'était pas un assez gros tour. Non, c'est ça, c'était pas suffisant. Mais je trouvais ça cool. J'aimais la petite ambiance, là, tu sais, t'as vraiment peur du méchant, puis c'est drôle de de sauver les gens, puis je trouvais que c'était bien fait. Tu disais que t'avais 2 personnages, 2 Final Girl. T'as-tu essayé les 2? Non, j'en ai juste essayé une. La différence est pas énorme, je te dirais. Tu sais, il y a ce qui va changer, c'est le nombre de points de vie, les petits bonus que tu gagnes quand tu sauves du monde, puis ton habilité ultime, là, tu sais, elle est comme pas pareil d'une fille à l'autre. Mais là, avec les deux que j'ai pas trouvé que c'était hyper différent. Peut-être que les autres extensions sont plus différentes, là, mais c'est ça. Puis si tu réussis à gagner un scénario, il y a une petite enveloppe là, qui dit si tu as réussi à gagner avec tel bonhomme, tu gagnes de quoi. Là. Je sais pas encore c'est quoi. Peut-être que là, ça change quelque chose. Mais j'ai pas encore été assez bon pour le savoir. Tu le mérites pas. Non, c'est ça. Puis je me suis pas spoilé parce que, tu sais, comme les films d'horreur, tu sais, si tu te fais raconter la fin dès le début, il y a plus d'intérêt. Non, c'est ça. Quoique dans ce genre de film-là, souvent tu peux la deviner après 5 minutes. Là. Ouais, bon.
y a des petits indices des fois, là. Mais t'as-tu assez aimé ça pour te procurer d'autres extensions pour changer les choses un peu? Je m'en prendrais peut-être une autre, voir qu'est-ce que ça fait de switcher, puis c'est juste parce que aussi, ben, il y en a une, c'est ça, quand j'ai parlé tantôt de Alien, ben, tu sais, moi, j'aimais bien le film Alien, fait que ça m'intrigue. Mais je vais voir, tu sais, c'est pas encore coulé dans le béton que je vais m'en acheter une autre, vu que j'ai pas encore gagné la première. Mais j'avoue que ça peut comme ajouter peut-être une petite twist de voir qu'est-ce que ça fait, tu sais, de mélanger les emplacements puis les Ouais, ben, meurtriers. je sais que c'est Parce un aspect que t'aimes beaucoup de Cthulhu Death May Die, là, de pouvoir mix and match là, le scénario avec le gros bad boss. Là. ouais. Puis dans ce cas-ci, ils ont essayé aussi que les méchants, ils ont comme des mécaniques particulières. Tu sais, comme il y en a un, je pense, il y a comme pas de gros tueurs, c'est comme juste plein de petits minions qu'il faut que tu battes. Il y en a il y a le gros avec son acolyte. Dans le jeu de base, il y a pas d'acolyte, tu sais, c'est juste t'as un tueur à gérer, puis ça, c'est tout. Mais il y a différentes mécaniques qui s'intègrent en fonction des extensions. Fait que c'est à voir, mais à date, j'ai bien aimé. C'est ça, ça se met en place hyper rapidement. Là. C'est ça qu'on veut dans un jeu solo. Ça se gère facilement, ça se met en place rapidement, ça se joue vite aussi. Ouais, souvent c'est ce qui fait qu'on va jouer à ça plutôt qu'un jeu vidéo. Là. Exact. Good, donc on remercie encore l'Odyssée pour le jeu. Puis parlant de l'Odyssée, ben on va être rendu à notre petit segment sur notre commanditaire. L'Odyssée boutique de jeux, boutique à bel oeil, qui offre un excellent service à la clientèle. Ils ont même des services de location des jeux, donc on peut payer un petit frais pour emprunter un jeu, puis après ça, ces frais-là sont crédités sur un achat. Ça peut être sur ce jeu-là ou n'importe quoi d'autre. Donc, dans les faits, si on achète le jeu après, c'est gratuit. Ce qui est quand même très cool pour essayer avant d'acheter. Puis la boutique offre beaucoup de nouveautés puis de classiques. Là. Je vois dans les nouveautés qu'ils ont reçu récemment Wonderland's War, la version française. Donc espèce de jeu de backbuilding / contrôle de territoire, là, thématique Alice au pays des merveilles. Moi j'avais essayé la version anglaise une couple d'années déjà. J'en avais parlé à l'épisode 21, si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'en avais pensé. Mais en bref, j'avais bien aimé ça. Puis le jeu, il est vraiment super beau. Là. C'est du matériel de top qualité. Là. Fait que pour ceux qui attendaient la version française, c'est maintenant disponible à l'Odyssée. Il y en reste juste un en stock au moment d'enregistrer. Fait que j'espère qu'il va être encore là lundi prochain. Sinon, c'est ça. Sur le site, il y a aussi plusieurs rabais. Là. Ici, j'en vois un qui peut peut-être intéresser les fans de Pandémie. Ils ont un gros rabais sur World of Warcraft, Wrath of the Lich King, qui est en fait Pandémie remixée à la version World of Warcraft. Fait que c'est un peu ce jeu-là aussi qui a inspiré plus tard Clone Wars, qui reprend aussi le système de Pandémie. Fait que c'est lui qui commence à instaurer des méchants comme opposants, pas nécessairement juste nettoyer la carte de tous les virus. Là. Fait que c'est si jamais ça vous intéresse, il y a un bon rabais là-dessus présentement, puis le reste, 2 copies présentement. Puis si jamais vous n'êtes pas à bel oeil, ben il y a moyen d'acheter en ligne. Puis il y a quand même le système de, tu sais, on se crée un compte, puis on a un système de fidélité. Donc plus on fait d'achats, plus on a de rabais sur les achats futurs. Pas de raison de pas magasiner à l'Odyssée. Puis dites-leur que c'est Board Game Duel qui vous envoie. Ils vont être bien contents. En tout cas, nous autres, on va être bien contents. Maintenant, on va passer aux vraies affaires, le duel. Oui, et là aujourd'hui, on va user de ruse et de camouflage pour essayer de voler la victoire sous le nez de notre opposant sans qu'il nous voie. Ou on va se casser la tête à essayer de trouver il est où le petit maudit. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler du jeu Spectre Ops, qui a été publié en 2015. Fait que c'est quand même un bon bout déjà. Puis ça faisait longtemps que je n'avais entendu parler, mais j'ai joué pour la première fois récemment. Ça a été designé par Emerson Matsuuchi, puis publié par Playdat Games.
qui est la même compagnie qui avait fait Dead of Winter aussi à l'époque. Puis j'ai l'impression que les deux jeux sont comme dans le même univers. Parce que tu sais, dans Dead of Winter, c'est comme la compagnie Raxxon qui est potentiellement fort probablement responsable de l'apocalypse de zombies. Mais dans Spectre Ops, c'est un jeu quand même très simple. Là. Je pense que le livre de règles il fait 7-8 pages, dont comme 2 pages de lore. Là, que j'ai lu parce que c'était quand même je trouvais ça rigolo, là, mais en gros, on a comme un paragraphe qui, du point de vue de Raxxon, justement, qui est comme la grosse compagnie, en fait, une espèce de gouvernement dystopique là, qui a amené la paix sur Terre en enlevant beaucoup de liberté, là, apparemment. Genre, ils ont Ouais, en banni la même temps, ça musique, puis règle bien des l'art, problèmes. puis... ouais, c'est ça. Mais t'imagines, ils font plus de musique, ils font plus de podcasts. Ah ben là, finalement, je suis contre. Puis dans le fond, de l'autre côté, on a le ARC, donc ou le ARC, ARC. Que c'est comme selon Raxxon, c'est des terroristes, mais selon eux, c'est comme des combattants de la liberté là, qui essayent de sauver l'humanité, qu'ils le veuillent ou non. Puis dans le fond, c'est un jeu de mouvement caché. Il va y avoir un joueur qui va être l'agent de ARC, justement, qui essaie de s'infiltrer dans la base de Raxxon, puis d'aller comme chercher les différents objectifs. Puis les autres joueurs vont être ce qu'on appelle des hunters, donc c'est comme des espèces de mutants, cyborgs, personnes améliorées de façon Mécaniquement, tu sais, scientifique. c'est... Ouais, c'est... Il y a un loup-garou aussi, tu sais. Ouais, mais c'est probablement comme un... T'es modifié génétiquement, là. Tu sais, c'est pas fantaisiste, là, c'est vraiment sci-fi. Mais en gros, les hunters, c'est comme des humains qui ont été améliorés par la science et transformés en genre de super soldats qui vont essayer de traquer et éliminer l'agent de ARC. Pour rétablir l'ordre dans la société. C'est ça. Fait qu'en début de partie, il va comme avoir genre de mise en place un peu semi-random. Là, on va rouler des dés pour savoir où est-ce que les objectifs vont être placés sur la carte. Là. La carte, elle va être pareille d'une partie à l'autre, mais il y a comme 6 possibilités pour chacun des 4 objectifs. Là. C'est tout le temps comme dans le même coin, mais ça sera pas exactement à la même place. Mais dans le fond, ce qui va amener le plus de variété d'une partie à l'autre, j'ai l'impression que ça va être le choix des agents puis des hunters. Dans le fond, le joueur de Ark a le choix en 4 agents. Puis dans le fond, tu vas faire un choix secret parce que là, tant que tu t'es pas fait voir, l'opposant saura pas c'est lequel des 4 que tu as choisi. Puis tu vas te prendre des cartes d'équipement qui vont comme te donner des bonus one shot là qui te permettent de comme Brouiller les pistes. Ouais, c'est ça. Carrément. Ou même attaquer les hunters pour les paralyser pour un tour 2 là. Puis dans le fond, tu vas faire tes choix secrètement, puis de l'autre côté, là, ceux qui jouent les hunters ou ben, ça peut être juste une personne, là, dans ce cas-ci, elle va prendre 2 hunters, puis sinon ben, chaque joueur va en prendre un. Puis ça peut aller jusqu'à 5 joueurs. Puis ben par contre, à 5, il y a un des hunters qui va être secrètement du côté des agents. Ça peut être une twist quand même intéressante sur ce genre de jeu-là. Je l'ai pas essayé, mais ben, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, moi je me demande s'il y a moyen, tu sais, de pas jouer optimalement sans se faire pogner. Tu sais, ça c'est quelque chose que je sais pas trop comment ça se gère. Ah, mais je pense que toi, tu pourrais le faire, là. Tu pourrais facilement passer ça pour comme, ah, ben là, j'avais pas trop bien compris, là. Ah, On serait comme, ah, désagréable. ben ouais, c'est ça, je viens de ça, c'est correct. Non, mais blague à part, c'est ça, Puis pour vrai, le jeu est super simple, là. Tu sais, comme, le plateau est divisé comme en cases. Tu peux te déplacer de 4 cases à ton tour. L'agent, il se déplace secrètement, fait qu'il note sur son papier de quel il passait de quelle case à quelle case. Après ça, les hunters vont jouer leur tour.
Puis là, dans le fond, ils ont comme leur line of sight, là, mais tu sais, c'est rien de compliqué, là. C'est juste la colonne puis la rangée de cases dans laquelle ils sont, ben, ils voient ça. Fait que à la fin de leur tour, s'ils regardent, est-ce qu'ils voient l'agent? L'agent va dire oui ou non. Puis pendant son tour, l'agent, s'il passe dans cette line of sight-là, ben, il va devoir indiquer, ben, tu m'as vu, je suis passé par là, le dernier emplacement où j'étais, c'était là. Mais tu sais, tu sauras pas où est-ce que j'ai commencé puis où est-ce que j'ai fini mon tour. Tu sauras juste que je suis passé par là puis je suis plus là en ce moment. Puis dans le fond, après leur tour, les hunters, si ils vont voir l'agent, mais ils vont pouvoir essayer de l'attaquer. Puis là, comme plus l'agent est loin du hunter, plus il va être difficile à atteindre avec cette attaque-là. Mais tu sais, rapidement, en tout cas nous, dans la partie qu'on a jouée, les fois que tu m'as vu, t'étais pas mal proche, puis je m'en suis pris plein la gueule, là. Ouais, ben c'est ça, t'as quand même un peu de jeu de déduction à faire quand t'es le chasseur, tu sais, parce que oui, tu peux avoir des indices sur où est-ce qu'est l'autre joueur, mais tu sais, faut que tu saches par où il va vouloir passer. Fait que, tu sais, faut que tu connaisses un peu contre qui tu joues, puis tu essaies de déduire son chemin, mais c'est pas tout évident. Je t'avoue qu'à un moment donné, par contre, j'étais un peu surpris d'être juste à côté de toi, là, puis de faire comme ah, ouais, c'est cool. Et là, je te tape ça ailleurs. C'est ça, de base, l'agent il va avoir comme 4 points de vie. Fait que s'il se fait pogner 4 fois, il perd. Ou si la partie dure un certain nombre de tours, il va perdre aussi. Puis sinon, pour gagner, ben il faut qu'il aille récolter 3 des 4 objectifs, puis qu'après, il se rende à une des sorties qui est sur le plateau, là. Fait que, en tout temps, le Hunter, c'est pas t'es où, mais il sait pas mal où tu veux aller. C'est cette information-là qu'il faut que tu saches bien utiliser. Mais tu sais, à tout moment, vu qu'il y a plus d'objectifs que ce qui est vraiment à faire pour pouvoir gagner la partie, tu sais, l'espion, ben le membre du ARC peut toujours, tu sais, décider de faire comme ah ok, j'ai trop spoté, il m'a trop spoté dans ce coin-là, je vais aller voir ailleurs. Ou tu sais, tu peux Ben, tu peux. attirer Ben, oui et non, parce que t'as quand même pas énormément de tours non plus, là. Puis t'as intérêt à pas bouger trop non plus parce que les Hunters, ils ont comme accès à un véhicule, mais ils peuvent décider de pas comme plutôt que de bouger le véhicule qui permet comme de se déplacer vraiment beaucoup plus, tu peux comme utiliser ce qu'on appelle le motion sensor. Fait que là, si l'agent dans son dernier tour s'est déplacé de 3 ou 4 cases, il va être obligé de dire il est dans quelle direction par rapport au véhicule. Fait que ouais, c'est quand mais même en de même temps, quand tu l'intérêt fais à pas bouger trop vite. ouais, mais ce pouvoir-là, en contrepartie, normalement, tu peux pas bouger l'auto quand tu le fais. Fait que, tu sais, puis d'habitude, ben, pour les personnages normaux, faut que tu sois dans l'auto pour l'activer. Moi, la partie qu'on avait faite, j'avais un peu profité du fait que j'avais un bonhomme qui me permettait de contrôler la voiture à distance. Là. Fait que ça te donne ton personnage bouge un peu moins, mais en bougeant l'auto, t'as comme d'autres options qui s'ouvrent à toi. Fait que c'est pas évident, mettons. Ouais, mais surtout que la façon que le plateau est fait, tu sais, oui, il y a 4 objectifs, mais tu sais, quand j'ai pogné les deux à gauche, à un moment donné, après, j'ai pas le choix de traverser à droite. Fait que là, puis il y a comme une espèce de rue en plein milieu du plateau que tu vois quasiment d'un bord à l'autre, là. Fait que tu te Ouais, parques là, tu bouges pas. Quand moi je vais changer de place, tu vas le savoir que je suis passé de l'autre côté, tu sais. Tu vas savoir à peu près je suis dans quel coin, hein. Puis je ouais. peux pas prendre comme 20 tours pour contourner puis aller dans un petit raccoin puis tu sais attendre que tu te tasses pour passer, là. Non, c'est sûr. Fait que c'est pas évident. Puis là, j'imagine pas, tu sais, là, j'avais juste deux chasseurs. Tu sais, quand il y a plus de chasseurs, ça doit commencer à être Ouais, assez c'est touché. encore plus tough, ouais. Mais je pense que ça scale, là, quand que t'as 4 joueurs, quand il y a 3 chasseurs ou 4 chasseurs, il y a des règles supplémentaires, là, pour que ça balance, là. Ouais, Comme ouais, justement, j'imagine. à 5 joueurs, t'es obligé d'avoir un traître, puis à 4, je pense qu'il peut en avoir un, ou, tu sais, peut-être que l'agent a plus d'équipement, ou, tu sais, des bonus de plus, là, pour compenser le fait qu'il y a plus de monde qui court après, là. Ouais, non, définitivement. Parce que celui qui se fait poursuivre, il l'a pas facile.
Non, je pense que mon erreur, ça a été d'utiliser comme tous mes équipements trop vite, mais en même temps, je trouvais que j'étais dans le trou puis que j'avais comme pas le choix pour m'en sortir, mais ça a fait qu'à la fin, il a fallu que je fasse des moves plus risqués, puis là, ben, je me suis fait pogner, là. Ouais. Mais c'est cool parce que tu sais, il y a quand même des endroits, tu sais, il y a des petits raccoins où tu peux te cacher plus facilement, tu sais, c'est il y a des trucs à faire, mais c'est pas évident. J'avoue que vu qu'à un moment donné, t'étais vraiment un peu pris à traverser la rue, peu importe quel objectif tu faisais, moi je l'ai joué pas trop ben sécuritaire, là, tu sais, garder les grosses rues à surveiller en tout temps, puis zigonner un peu, mais pas Ouais, c'est ça, t'as pas mal campé sur ta position, puis t'as attendu que je fasse le move pour me corner après, là. ouais. Avoir eu des équipements rendus là, c'est sûr que ça aurait peut-être été plus t'aurais pu t'en sortir. Peut-être. Mais sinon, c'est ça, y a pas grand-chose d'autre à dire, là. C'est quand même un jeu hyper simple, là. Et, tu sais, oui, t'as des petits bonus pis des petits pouvoirs que tu te rajoutes, là, mais tu sais, le cœur, c'est vraiment comme tu bouges de 4 puis tu utilises la géographie du board pour comme te cacher le mieux possible. Puis tu sais, comme je disais, là, les hunters savent pas t'es où, mais ils savent pas mal où tu veux aller. Surtout quand t'as pogné un ou deux objectifs, là, tu sais, il en reste juste deux autres, puis après, tu sais, il y a deux ou trois sorties, là. Fait que tu sais, c'est pas c'est quand même évident là, où est-ce que tu t'en vas, là. Je pense que le jeu, c'est vraiment de comment tu vas t'y rendre, tu sais. Puis quand utiliser tes bonus à bon escient, là. Donc voilà pour Spectre Hops. De mon côté, on sort un peu, on sort du mode sci-fi, cyberpunk pour aller dans un truc un peu plus, j'allais dire, limite fantastique. En fait, dans Mind Management, jeu qui est sorti en 2021, designé par Jay Cormier et Seng Foong Lim, et publié par Off the Page Games. C'est c'est les mêmes qui avaient fait un autre jeu hashtag Team Vince, Accro Thierry. Ouais. Fait que ouais, des auteurs que j'aime bien finalement, on dirait. C'est sûr que je connais pas énormément d'autres de leurs jeux, mais ces deux-là, c'est venu me chercher. C'est intéressant. Fait que dans Mind Management, le concept en fait, c'est que t'as une agence, tu sais, le Mind Management, qui est comme des espions psychiques qui contrôlent un peu la population, puis tout ça, qui essayent de s'assurer que l'État puis tout se passe comme leur plan à eux. Fait qu'il engage des agents pour pouvoir justement contrôler les masses puis tout ça. Puis il y a des messages subliminaux partout. Puis la population va être contrôlée se fait contrôler par cette agence-là. Fait qu'encore une fois, des gentilles personnes qui ne veulent que le bien commun. Si Right. ça vous, ouais, c'est ça. Fait que si la thématique vous intéresse, en fait, c'est tout basé sur une bande dessinée. Puis c'est le dessinateur de la bande dessinée qui fait les dessins, les illustrations du jeu. C'est un artiste qui s'appelle Matt Kind. Fait que dans Mind Management, en fait, on a un recruteur qui veut essayer de recruter des agents pour justement s'assurer que le Mind Management continue. Puis on a des joueurs qui sont les agents renégats qui veulent trouver ce recruteur-là puis l'empêcher de recruter des nouveaux agents. Fait que le recruteur, c'est celui qui est caché, puis qui va se promener sur la carte pour rejoindre certains lieux duquel il va pouvoir trouver des recrues. Les autres joueurs vont se promener, puis vont essayer de poser vont faire différentes actions pour essayer de trouver la position du recruteur et le capturer. Le plateau de jeu, en fait, c'est une grosse grille quadrillée sur laquelle il y a les rues de la ville de Zanzibar et sur laquelle, sur chaque tuile, chaque emplacement, il y a plusieurs objets liés au mind management. Le recruteur va avoir trois cartes qui vont lui indiquer les trois types d'objets où il va retrouver des recrues. Fait que lui, son but, c'est de se promener puis d'aller rejoindre ces endroits-là pour accumuler les recrues. Lorsque le recruteur réussit à obtenir 12 recrues, il a gagné.
Si jamais il réussit à rester caché suffisamment de tours sans avoir été capturé, le recruteur va aussi gagner. Puis les agents renégats les autres, ils peuvent juste gagner en capturant le recruteur. Donc, le recruteur, c'est ça, il va se promener, il va chercher les endroits où il y a les objets qui lui permettent de recruter, mais ils vont aussi contrôler des agents immortels, qui sont un peu ces sbires, qui lui permettent de se protéger lui. Parce que lorsqu'il y a un agent immortel sur une case, les agents renégats, les autres joueurs peuvent pas le capturer. Puis, ces agents immortels-là peuvent aussi lui permettre de recruter d'autres agents. Avant que tu continues, il y a une chose que t'as pas dit, c'est que le recruteur, il est obligé de bouger à chaque tour. Puis il peut pas revenir sur une case sur laquelle il est déjà passé. Oui. Très important. Puis c'est vrai, tu fais penser, c'est aussi une condition de défaite pour lui. Si jamais à un moment donné, il peut plus bouger, parce qu'il n'y a aucune case qu'il a jamais visité qui peut aller, ben il a perdu. Fait que faut que tu fasses tes mouvements de façon intelligente. Puis c'est ça. Les agents immortels, dans le fond, c'est qu'ils te permettent d'aller chercher des recrues. Si deux agents sont sur un objet qui est mis de façon publique, il recrute une recrue supplémentaire. Puis ça, il peut le faire juste une fois par type d'objet qu'il n'a pas lui. Puis les objets qui sont présentement disponibles pour faire ça sont publics. Fait que les agents renégats, qui sont les autres joueurs, savent où les immortels peuvent aller recruter. Puis ils peuvent interagir avec ces immortels-là, justement, les déplacer, les tabasser pour les interroger. Exact. C'est un peu de torture, là, parce que c'est eux autres les bons, dans le fond. Là. Ben oui. T'sais, ils sont là pour empêcher le contrôle de l'humanité, fait qu'ils ont le droit à tout. Fait que puis c'est ça. Puis le recruteur a un autre pouvoir, là, à un moment donné, s'il est bien mal pris, il a un droit à un mouvement spécial qui, lui, peut le sortir du trouble, là, où est-ce qu'il peut se déplacer de 2 cases. 1 à 2 fois dans la partie. Il y a un token comme ça au début de la partie qu'il a gratuitement. Puis plus tard, il peut en récolter un deuxième en fonction de là où il passe, parce que les agents renégats en placent un sur la carte, puis si tu passes par là, ben tu peux gagner ce mouvement-là supplémentaire. Fait que t'as ça. Ça, c'est pas mal les actions que le recruteur peut faire. Fait que c'est bouger les immortels, recruter. C'est ça qu'il fait. Après ça, t'as les agents renégats qui sont les joueurs. Eux autres, ils se promènent sur le plateau. À chaque case, ils peuvent décider de dire, OK, je vais interroger par rapport à un objet. Puis là, en interrogeant par rapport à un objet, si le recruteur est passé par une case où il y avait cet objet-là, le recruteur est obligé de mettre une trace de pas sur un des endroits où il est allé. Fait que ça donne des indices sur par où il est passé. Tu peux plus tard aller sur cette tuile-là où il a mis une trace de pas, puis demander à quelle heure il est passé là. Fait qu'à quel tour il est passé. Fait que là, ça peut t'aider à tracer le chemin du recruteur, puis aussi à essayer d'identifier c'est quoi les objets qu'il a besoin pour recruter. Mm-hmm. Puis ça te dit aussi qu'il pourra pas retourner là. Exactement. Fait que plus t'es en place sur le plateau, plus tu peux comme réduire tes possibilités d'endroits où ce qui pourrait être là. Exactement. Fait que ça, c'est déjà des trucs que tu peux faire sur le plateau. Tu peux aussi, comme on a dit, interagir avec les agents immortels. Fait que tu peux les tabasser. Quand tu le tabasses, dans le fond, tu peux demander à l'immortel si le recruteur a telle carte, tel objet dans sa liste d'objets. Si oui, ben le recruteur perd cet objet-là. Fait que ça le limite dans son recrutement pour la suite de la partie. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis après ça, tu peux bouger l'immortel, parce que comme je disais, l'immortel, souvent, il y a des... il va nuire aux actions des renégats. Entre autres, il protège le recruteur, mais là, tu peux le tabasser puis le tasser d'une case. Fait comme ça, tu peux te libérer un endroit pour capturer. Chaque agent renégat a aussi un pouvoir particulier. Il y en a un qui interagit un peu avec les immortels, il y en a un qui bouge un peu plus, il y en a une qui peut poser des questions supplémentaires. Ils ont tout un peu leur petit twist. Fait qu'ils ont aussi des trucs comme ça qu'il faut que tu saches utiliser à son maximum, pour pouvoir avoir le plus d'informations, puis trouver le recruteur. Pour moduler la carte d'une fois à l'autre, il y a comme des barrières qui vont être posées aussi. Fait que au début de la partie, fait qu'il y a des chemins que tu sais qui peuvent pas être empruntés. Fait que en les positionnant d'une certaine façon, tu peux t'assurer, tu peux soit comme
essayer de faire en sorte que si le recruteur passe par là, il soit un peu plus coincé. Tu peux jouer avec ça. Fait qu'il y a différents trucs comme ça. Puis dans le fond, c'est pas mal ça. Fait que c'est un jeu à la fois de mouvement caché puis de déduction. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on va en acquérir à mesure que la partie avance. Puis c'est aussi un jeu qui se veut qui veut s'équilibrer dans un sens. Parce que quand tu joues en mind management, le groupe qui va perdre débloque un bonus pour les prochaines parties. Ça permet un peu d'équilibrer les parties. Si tu joues avec quelqu'un qui est juste beaucoup trop bon comme recruteur, ben à force de jouer, tu débloques des bonus pour les renégats. Fait comme ça peut rééquilibrer un peu la partie. Fait que souvent, ça va rajouter soit un désavantage, soit parce qu'il faut qu'ils recrutent une personne de plus, soit il y a plus de barrières. Il y a comme plusieurs modules sont tous un peu différents. Plus d'options pour les personnages des renégats pour avoir des pouvoirs différents. T'as aussi un allié qui peut être... Au départ, c'est juste que c'est un dauphin commando qui te permet d'avoir plus de réponses. Ben, tu peux le changer aussi avec certains... c'est super thématique, là. On sait que les dauphins sont très bons pour les interrogations. Ouais. Mais c'est pas un dauphin comme les autres. C'est un dauphin commando. Il y a une veste par balle. Sans commentaire. Ouais. Il y a des chiens robots aussi qui font bip bip. Puis des choses comme ça. Il y a plein de trucs un peu spéciaux. C'est un univers un peu particulier. Même la boîte est comme spéciale. Tu sais, il y a comme des... Quand tu le regardes sur un certain angle de vue, il y a des textes qui apparaissent, il y a des têtes de mort, il y a des phrases superposées à certains endroits sur la boîte qui sont comme bleues et rouges, puis ils disent pas les mêmes mots. Tu sais, c'est... Non, c'est ça, quand tu le lis, ça dit de quoi? Puis là, le marqueur de ronde, si tu veux, c'est comme un espèce de feuille transparente rouge là, comme qu'on avait pour voir des trucs en 3D dans les revues de dinosaures quand j'étais plus jeune. Ouais, je connais ça. Mais bref, ça fait que un peu comme dans les cryptos aussi, là, quand tu slides ta carte en dessous de l'écran, le mot y apparaît, là, mais là, comme les textes, ils se transforment quand tu les regardes avec cette lentille-là. Là. Ça met dedans, mettons. Ouais, la production est quand même cool pour ça. Là, tu te sens dans la thématique. Puis il paraît aussi qu'à quelque part, il y a comme une adresse, un site internet qui est caché à quelque part dans la boîte qui te donne comme des règles supplémentaires. Fait que ça, je l'ai pas encore trouvé, là, mais si un jour je le trouve, je vais falloir que je le teste. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui est, tu sais, c'est drôle. Je pense qu'on peut peut-être commencer à comparer un peu les deux jeux. À mon expérience, je pense que Mind Management, il est plus facile pour celui qui est caché que Spectre Ops l'est. Ouais, ben, peut-être. Je pense que c'est surtout que, tu sais, comme je disais dans l'autre, c'est vraiment clair. Dans Spectre Ops, c'est vraiment clair où est-ce que l'agent veut aller, tandis que dans Mind Management, faut que ceux qui courent après, ils fassent une job de déduction pour, comme, comprendre où est-ce qu'il veut aller, par où ce qui est passé. Tu sais, c'est moins, c'est plus offusqué, mettons, puis tu sais, il y a vraiment de la grosse déduction à faire, puis potentiellement prendre des chances aussi. Là. Ouais. Puis c'est plus dur aussi tu sais, faut que tu prennes des actions pour attaquer carrément. Là. Ben, pas attaquer, là, mais comme si t'es sûr de ta shot, que tu sais il est où, ben tu t'en vas sur ce case-là, puis tu prends ton action pour comme tu fais un gamble, là, genre si j'ai raison puis qu'il est là, ben tu sais, je gagne la partie. Là. Mais sinon, cette action-là est juste perdue, puis tu sais, c'est gaspillé. Fait que ouais, t'as un peu cette gestion-là, faut que tu tentes ta chance, faut que tu essaies de sortir le plus d'informations possible. Puis c'est que tu sais, faut que tu gères, c'est ça, ton information, puis tu fais tes actions comme il faut. Puis l'information te vient plus difficilement, je trouve. Faut que tu travailles pour. Versus dans Spectre Ops, tu te parques à quelque part puis tu sais comme bon ben, es-tu dans ce rangée puis dans ce colonne-là, oui ou non, tu sais. Ouais. L'information a été comme carrément donnée. Là.
T'sais, oui, il faut que tu te places intelligemment, puis il faut que tu sais, mais comme parce que dans l'autre, ben là, faut que tu prennes des actions, faut que tu décides comment, tu vas-tu aller interroger les traces de pas, tu vas-tu déplacer les immortels pour comme nuire au recrutement, tu sais, il y a plus t'as plus d'options, puis il faut que tu travailles plus fort pour avoir tes résultats puis ton information. Là. Exact. Mais tu sais, ce que j'aimais, c'est, tu sais, dans Spectre Up, c'est l'aspect, tu sais, tactique. Tu sais, tu te sens vraiment couru après, là. Tu sais, tu vas le voir. Tu sais, à un moment donné, poup, tu le vois, il est devant toi, puis tu sais, tu t'interagis avec l'autre. Mind management, là, c'est tout le temps, t'es tout le temps dans le noir un peu. Tu sais, t'as pas d'indice tant que ça de genre, ah, il était là. Ben, si t'es chanceux, tu sais, tu peux interroger un objet puis voir la trace de pas, puis finalement, c'est là qui est. Mais tu sais, la façon dont les traces de pas ça marche, c'est que tu peux toujours donner comme l'indice il y a plus longtemps. Fait que tu Ouais. sais, fait que souvent, tu sais, tu vas avoir des indices, tu vas savoir qu'autour d'eux, il était là. Mais ça, tu vas le savoir alors qu'il va être comme le tour. On va déjà être au tour 6. Parce que le recruteur a comme 5 déplacements d'avance sur toi au début de la partie. Puis tu sais pas d'où il part. Fait que fait que, tu sais, au début, il faut que tu interroges beaucoup pour juste Ouais. essayer de savoir OK, il est passé par où. Mais après ça, il faut que tu essaies de savoir c'est quoi les objets qu'il y a Mais pour savoir où il va se diriger. Mais rapidement, tu récupères cette économie d'action-là parce que à chaque fois que le recruteur il bouge, toi, t'as deux agents qui bougent puis qui font une action. Là. Ouais. Ouais, t'as beaucoup plus d'action quand t'es les agents renégats que quand t'es le recruteur. Puis, tu sais, si quelqu'un est chanceux puis qui tabasse les immortels puis qui trouve c'est quoi tes objets assez vite, tu sais, tu peux être mal pris. Là. Ouais, ben rendu là, faut juste que tu te sauves jusqu'à la fin. Là. Ouais. Mais c'est ça, je trouvais ça cool, l'aspect, c'est un peu, j'allais dire mind game, là, mais tu sais, là, la déduction en plus du mouvement caché, je trouvais que ça faisait un mix intéressant. Mind Management aussi, t'as comme deux façons de jouer. Là, tu sais, là j'ai parlé de la version avancée avec toutes les affaires, mais tu peux jouer une version plus simplifiée où est-ce qu'il n'y a pas d'immortel, tu sais où est-ce que le recruteur commence. T'as pas toutes les actions, t'as pas tout le flafla, là, mais là, il est comme plus triste un peu. Là. C'est cool d'avoir tous les trucs parce que t'as plusieurs choses à garder en tête. Tu sais. Tu regardes où est-ce qu'il place les immortels, où est-ce qu'il s'en va, tu moyen de les bouger, puis de le nuire, puis de l'empêcher de recruter comme ça, puis d'avoir des informations supplémentaires. Fait qu'il y a beaucoup de trucs à regarder en même temps, puis j'ai trouvé ça pas mal bien. Mais tu vois, moi, du côté du recruteur, tu sais, je trouvais que c'était. Tu sais, moi, j'avais pas de déduction à faire, puis pas vraiment de façon de contrôler l'information que t'avais. Là. Un petit peu, parce que tu sais, quand t'interroges, je peux choisir quelle trace de pas que je mets, mettons, là, mais tu sais, c'est très minime, là. Fait que, tu sais, moi, ma game, c'était vraiment plus, bon, ben, quels éléments j'ai besoin, faut que je trouve le chemin idéal pour me rendre là. Mais tu sais, ça, le board, il est tout placé au début de la game, là, puis ça changera pas sont où les éléments, là. Fait que, tu sais, comme, au début de la game, tu choisis quasiment ton trajet, puis après ça, tu fais juste le suivre, là. Tu as pris ta décision, puis tu l'exécutes, là. Tu as des décisions de quand est-ce que je vais utiliser mon pouvoir, me déplacer de deux, tu sais, si jamais je sens que les enquêteurs sont proches de moi, là, mais en tout cas, moi, dans la game qu'on a joué, c'est comme pratiquement jamais arrivé, là. J'étais tout le temps comme à l'aise, là. Je me suis jamais senti comme piégé. Tu sais, mes décisions, c'était plus comme, bon, est-ce que je veux... parce que je dis que t'as pas beaucoup de contrôle, mais c'est pas vrai, parce que tu peux... dans le fond, à ton tour, tu déplaces un de tes immortels, puis tu peux comme ajouter une trace de pas pour en déplacer un deuxième. Mais pour moi, c'était un no-brainer que quand j'étais capable de déplacer deux immortels pour aller recruter une personne de plus avec les cartes publiques, tu sais, je le faisais à chaque fois, là. Ouais, Puis puis j'ai pas surtout non rendu plus au tour 7-8, là, ça me dérange pas de te donner la trace de pas du tour 2-3, là. ouais, puis tu sais, il y a peut-être aussi le fait que moi
j'ai été un peu greedy, là, tu sais, j'essayais surtout j'ai un peu trop tabassé les immortels. J'aurais dû interroger un peu plus tes symboles sur le plateau pour essayer de te faire sortir des traces de pas plus souvent, tu sais, parce que à la fin, j'avais peut-être le tiers de ton chemin qui était visible sur le plateau. Puis tu sais, la partie est finie parce que j'ai recruté, là. Ouais, Même si t'as fait tout ce que tu pouvais pour m'empêcher de recruter avec le recruteur, là. ouais. Ouais, non, là, c'est peut-être encore moi qui ai failli sur au niveau de la stratégie, là. Mais, c'est ça. Je te l'ai peut-être laissé trop facile en voulant juste m'amuser à tabasser du monde. Il y avait des bonhommes à tabasser, puis je t'enlevais des affaires si je l'avais. Je voyais juste des conditions gagnantes, mais faut essayer de te forcer à mettre des pas pour qu'à un moment donné, tu sois pogné pour mettre un pas là où t'es. Ouais. C'est ça qu'il aurait fallu que je fasse pour t'avoir. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé ma game de Spectre Ops plus intéressante, tu sais, de comme quand est-ce que j'utilise mes bonus, tu sais, comment que je vais faire pour contourner tes. Tu sais, il y avait vraiment plus l'aspect chat et souris de comme ah ben là, il est là, faut que je passe par là, ben là, comme il sait que je suis dans ce coin-là. Fait que tu sais, j'ai. Une couple de fois, je suis revenu sur mes pas justement pour essayer de De t'envoyer te sur une fausse fourvoyer. piste, puis tu sais, comme je trouvais qu'il y avait plus de tu sais, de Il y a back plus and forth d'action. entre nous deux, là. Ouais, mais il y Tandis a plus que, d'action, tu sais. tu sais, oui, au début de la game, j'avais décidé, ah, ben, je vais aller chercher lui en premier, mais tu sais, comme, il fallait que je m'adapte à ce que tu faisais, puis tu sais, je pouvais pas, comme, juste, comme, me mettre sur le cruise, puis suivre le chemin que j'avais décidé en début de partie, là. Ouais, ben tu sais, comme je disais, ça fait penser un peu plus à un jeu tactique, là, dans le sens où vraiment ta position, ton mouvement fait que tu peux te faire voir, tu sais, tu peux comme commettre une erreur en tant que qu'agent de l'arc. Parce que, mettons, t'as mal bougé à un moment donné ou tu te fais prendre par surprise parce que finalement le chasseur est passé par un chemin que tu t'es dit ben il passera pas par là, c'est stupide, puis finalement ben il a été stupide puis il est passé par là, mais ça a fait qu'il t'a vu. Tu sais, ça peut arriver, c'est sûr, dans Spectre Ops. Dans Mind Management, ça va pas arriver de cette façon-là. Tu sais, ça va plus être bon, ben, il décide de capturer dans le vide puis tu te pognes. Mais tu sais, t'as peu de chances de gagner en faisant ça. Fait qu'il faut que tu collectes de l'info. Fait que c'est sûr que c'est différent. Le feeling chez les souris, oui, Spectre Ops. Mais Mind Management, tu sais, c'est plus espionnage, quête d'infos pis tout ça. Je Ben, trouve c'est que ça, c'est il y a un aspect de déduction pour essayer de trouver où le chemin, qui est peut-être plus intéressant pour la gang qui cherche. Mais en tout cas, pour la personne qui se sauve, on a joué les deux back-à-back. Moi, quand même une bonne préférence pour Spectre Ops, là. Je trouvais que tu sais, j'avais plus de décisions, là. Sinon, au niveau thématique puis esthétique, bah t'avouer que le petit côté cyberpunk de Spectre Ops me parle un peu plus, là. L'autre, tu sais, c'est vraiment très psychédélique, là. Années 70, là. ouais, ça a un style, ben c'est le style dans le fond du dessinateur. Ouais, c'est ça. Ça, ça se veut particulier. J'allais dire la carte est il y a un peu plus de stock, tu sais, à regarder dans le sens où tu sais, il y a tous les objets sur chaque tuile qu'il faut que tu puisses bien voir. Ça, je trouve qu'ils ont quand même bien fait le contraste pour les voir. La ville de Spectre Ops, tu sais, elle fait très... je me sentais comme... Tu sais, dans les vieux Batman, là, le vieux Gotham, là, tu sais, tout est noir, mais il y a comme des gros buildings, tu sais, ça me faisait Mhm. penser un peu à ça. Les miniatures de Spectre Ops étaient cool. Tu sais, quand t'es le chasseur, tu vois ta bestiole, puis c'est quand même cool. Là. Mind Management, c'est juste des petits standees là, qui sont peut-être pas nécessairement super évidents à contraster. Là. Ben, à différencier. Là. C'est pour ça que moi, j'ai couché à terre pour être sûr de me dire, bon, ben, lui, je le sais qu'il a bougé, là, parce que je vais moins bien le distinguer, parce qu'ils ont tout un peu une même air. Ouais. Autre chose à ajouter? Pour moi, je pense que ça va. Good. Fait que ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de mouvement caché préféré?
Il va être hashtag Team Sam avec Spectre Ops. Ou hashtag Team Vince avec Mind Management. Ou peut-être que vous avez d'autres choix. Il en existe beaucoup des jeux de ce style-là. Là. C'est lequel qui vous parle le plus? Vous pouvez dire ça dans les commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Podbean aussi. Je pense que c'est possible de laisser des commentaires. Spotify. S'il y a une façon de d'écrire, vous pouvez le faire. On va vous lire, c'est certain. Sinon, vous pouvez venir sur notre Discord pour nous parler directement à nous et à nos autres auditeurs. On a une belle communauté là qui aime ça jaser des épisodes, voter hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince ou parler des jeux auxquels on a joué dernièrement. Poster des photos. C'est toujours plaisant de lire et d'interagir avec vous. Donc, on aimerait remercier l'Odyssée qui nous commandite. On aimerait aussi vous remercier, vous, nos auditeurs, de nous écouter. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Puis un merci spécial à nos supporters Patreon qui pour quelques dollars par mois nous encouragent et ça donne accès aux capsules en dessous de la table, donc des petites réactions à chaud après l'épisode et bientôt des épisodes bonus qui s'en viennent et des fois des votes sur le prochain duel à venir. D'ailleurs, ce duel-là, c'était le choix de nos Patreons. Exact. Fait que si vous voulez participer activement, dans le fond, à notre podcast, ben, vous pouvez vous joindre à notre Patreon. Et si jamais vous voulez pas ou vous n'avez pas les moyens, ben, vous pouvez aussi juste partager le podcast, écrire un review et une note sur votre application où vous l'écoutez. Juste ça nous aide beaucoup. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des t-shirts ou autres articles promotionnels avec notre logo sur notre Spreadshop. Il y a tous les liens pour ça dans la description du show. Puis on fait pas d'argent avec ça, c'est juste on aime ça, voir des gens avec notre logo. Ça c'est toujours un petit baume au cœur. Ouais. Ah, mais il est beau notre logo, pareil. Ouais, vraiment. Alors, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye! Là. Là, maintenant. Maintenant, là. Ça veut dire c'est là, qu'on commence. Là. Ouais, v'là 12 secondes, là. Parfait. Là, je voulais juste être prêt, là, tu sais. Puis, est-ce que tu consens à ce qu'on soit enregistré cette fois-ci, Sam? Ben, vu que c'est moi qui enregistre, je pense que oui. Ouais, je voulais quand même que ce soit explicite.